Merci de nous rejoindre ce soir pour l'épisode 3 déjà de notre euh, série Amour toujours, rêve ou cauchemar. Et ce soir, on va parler de la sexualité et du couple. Alors, juste un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on a couvert les premiers épisodes. Donc, le premier, c'était la différence entre le désir ou l'amour. C'est-à-dire qu'on vous a donné des pistes pour clarifier ce qu'est le désir. On a également expliqué les 8 types d'amour selon les Grecs. Et j'aimerais rappeler Eros, euh, Storge, qui est l'amour par rapport à la famille, et Pragma, qui est l'amour sur le long terme, ainsi que Ludus, qui est l'amour, les activités ludiques, l'amour ludique, faire des choses ensemble. On a également exploré les pistes et mis en lumière les stéréotypes autour de l'amour que l'on peut voir dans les médias, dans les films, etc. Ensuite, eh bien, l'épisode 2, il y a 15 jours, on a vu le couple en lui-même. Donc, on a donné une définition de ce qu'est un couple. On a également vu l'évolution du couple à travers les âges. On est allé même voir du point de vue anthropologique. Ensuite, eh bien, on a vu comment on choisit son partenaire, le mariage, donc le rôle du mariage dans le couple, et ensuite les différentes étapes de la vie d'un couple. Et donc, si tu veux nous expliquer un petit peu ce qu'on vous réserve ce soir, Christelle, je suis en train de faire deux choses en même temps, partager l'écran. Je vais prendre le relais. Alors effectivement, Cédric nous a bien résumé les épisodes précédents. J'espère que vous avez pris des notes parce que on est dans la continuité. Alors moi, je voulais quand même revenir sur deux petits points. D'abord, un petit point technique. On avait intitulé cet épisode Le couple et la sexualité. Quand Cédric a souhaité passer sur Facebook la com, ça a été un peu compliqué. Donc on s'est demandé si c'était pas le mot sexualité qui faisait un peu bugger les engrenages. Donc on l'a transformé avec le couple et l'intimité. Et là, l'info est passée. Donc je vous laisse la chose en suspens. Il fallait que ça soit dit quand même, c'est important. Et puis, le couple et la sexualité, alors voilà, c'est un gros sujet, vaste. Ça va être difficile d'en faire le tour. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Mais de toute façon, il y a plusieurs manières de l'aborder et il a fallu faire des choix. On a donc sélectionné une ligne éditoriale qui nous ressemble et que vous commencez peut-être à connaître puisque vous êtes là ce soir, donc vous appréciez un petit peu notre façon d'aborder les choses. Voilà. Alors déjà, pour éclaircir un peu les choses, je vais vous dire ce dont on ne va pas parler. On ne va pas parler de troubles, de dysfonctionnement, de panne, de pathologie, de traumatisme, d'agression sexuelle. On ne va pas parler des enjeux de la sexualité dans le couple. On ne va pas parler de pratiques sexuelles, ni de Kama Sutra, ni de positions acrobatiques. Et puis, on ne va pas non plus vous apporter des solutions, ni de conseils pour atteindre l'orgasme à tout prix ou les trucs pour avoir l'érection du siècle. Voilà, donc j'espère qu'on n'en a pas perdu trop une fois qu'on a posé ça. Cédric, tu me dis. Non, c'est bon, on est toujours 7. Bon, c'est cool. Alors, vous n'allez pas trouver ça, mais vous allez trouver plein d'autres choses. En tout cas, nous l'espérons. Et puis, vous savez bien que notre ligne, c'est surtout apporter matière à réflexion et à échange et à communication. Donc, j'espère que l'objectif sera atteint. Voilà, Cédric, je te repasse la parole puisque c'est toi qui entame l'épisode avec le chapitre 1. Voilà, donc on va regarder l'évolution sexuelle de la sexualité du couple. Et comme j'ai fait la dernière fois avec le couple, on va aller voir du point de vue anthropologique ce que nous racontent nos cousins les primates. On fait partie de la ligne des mammifères, de la famille des mammifères. Donc, je trouve que c'est assez pertinent d'aller voir ce qui se passe chez eux. Et ensuite, on ira voir d'un côté de l'histoire de paysans entre 1860 et 1930 en Saguenay, qui est un village au nord de Québec, Québecville,
Et donc voilà, on fera un parallèle avec voilà ce qu'ils vivaient à l'époque et ce que ensuite on ouvrira un petit peu la discussion et ensuite je repasserai la main à Christelle. Alors j'ai un petit problème au niveau organisation parce que je me rends compte que je peux pas voir mes notes qui sont sur mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la première page et ensuite je prendrai mes notes pour pouvoir discuter avec vous. Donc comme je vous ai expliqué, on ira voir les bonobos qui sont au final eh bien, nos cousins les plus proches, les primates, là, voir un peu, on en avait parlé dans le couple, la matrilinéaire. Donc voilà, c'est la mère qui donne la lignée, contrairement à nous qui est plus patrilinéaire. On va voir aussi également que la bourgeoisie, déjà, ensuite, on ira voir, comme je l'ai dit, en 1860-1930, on va se rendre compte que la bourgeoisie commence à s'émanciper des religions, etc. Et puis, on va voir également, comme je l'ai dit, les familles en Saguenay, donc les familles nombreuses et leurs défis journaliers. Voilà. Donc, je vais arrêter de partager la page, je reviendrai tout à l'heure et je vais pouvoir prendre mes notes. Donc, la première chose que je voulais mettre un petit peu en évidence, c'est que c'est un fait établi dans les livres que j'ai lus, c'est que les femelles bonobos sont libérées sexuellement. Donc là, on parle des primates. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la liberté sexuelle chez les femmes aujourd'hui concerne un quart de la population des femmes dans le monde. Et c'est grosso modo le monde occidental. Et l'auteur que j'ai découvert de Dr Philippe Breneau, qui a écrit plusieurs livres dont Le sexe, l'homme et l'évolution, a dit dans ce livre « Les femelles font des choix, ce sont elles qui choisissent le partenaire chez de nombreuses espèces. » Donc, chez les femelles bonobos, elles sont libres de leurs nombreuses pratiques sexuelles durant la période de chaleur, qu'ils appellent la période de Strauss. Donc, que parle-t-on quand on dit de pratique sexuelle? On parle de femelles bonobos qui vont se frotter le clitoris avec d'autres femelles, de masturbation, de fellation, de massage génital entre mâles. Et les chimpanzés et les bonobos ont une liberté amoureuse similaire aux humains. Par exemple, embrasser avec la langue. En termes de position, les femelles préfèrent le missionnaire. C'est très stimulant pour leur clitoris et les mâles préfèrent la levrette. Toute la palette que nous pensions être le propre de l'homme est aussi une pratique chez les chimpanzés. Et à toutes ces pratiques, on doit rajouter également toutes les positions qui incluent se tenir avec un pied à une branche sur un arbre. Donc, si les bonobos et les chimpanzés en général devaient écrire le Kama Sutra, je pense qu'ils rajouteraient des pages. Le deuxième point que je voulais explorer, c'est à propos de l'éducation sexuelle. Si on regarde chez les humains, par exemple, pendant des siècles, on pensait qu'il n'y avait rien à comprendre de la sexualité. C'était vu comme perverse et honteuse. On verra ça un petit peu plus tard également, le rôle de la religion. C'était considéré comme un instinct, une pulsion. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'instinct sexuel. L'expérience se construit autour d'essais et d'erreurs et d'expériences successives de notre histoire intime. Donc, l'apprentissage nécessite forcément un modèle, ce que nous, humains, nous sommes interdits pendant des millénaires avec l'invention de la pudeur. Si on prend un chimpanzé qui naît dans un zoo, sans contact avec ses congénères, il ne s'accouplera pas. Il ne sait pas quoi faire, il ne comprend pas. Si on regarde ce qui se passe, encore une fois, chez les primates, dans la nature, les jeunes sont initiés à la sexualité grâce aux empreintes phéromonales des femelles, au contact entre les adolescents au corps à corps. Ils assistent à l'accouplement des adultes qui se fait au vu de tous. Et donc, là, il donnait un exemple où un mâle et une femelle sont en train de copuler et il y a un petit jeune qui vient mettre sa tête pour voir un petit peu ce qui se passe. Il
il y a aussi des exemples de mâles quand les jeunes mâles sont un petit peu plus un peu plus curieux. Eh bien, les mâles vont prendre ce jeune à part et vont eux prendre le rôle de la femelle pour que le jeune mâle puisse s'exercer. Donc voilà, ça c'est l'éducation sexuelle chez les primates. Et aujourd'hui, malgré les avancées dans l'éducation sexuelle chez les humains, la majorité des jeunes se forment sur le net avec la pléthora de pornographie, pour ne citer que ces sites, qui sont partout. Et les points qu'on a dans la sexualité aujourd'hui, c'est le plaisir masculin en priorité, l'obligation de l'orgasme et la disparition de l'érotisme et de la sensualité. Voilà. Donc, c'était vraiment un petit tour très rapide. Comme vous voyez, il est 7h13, on est déjà dans le vif du sujet. C'était voilà, juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe chez les primates et faire un petit parallèle avec les humains. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire, Christelle, peut-être? Rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est très intéressant d'entendre cette liberté sexuelle chez les bonobos, finalement. Et effectivement, je rejoins la question qui a été posée. Ce serait vraiment intéressant de mettre la main sur une étude sur les positions. Voilà. Sur ce que j'ai lu, le missionnaire est préféré par les femelles parce que plus intéressant, il y a plus de plaisir pour elles. D'un point de vue général, on peut aller regarder ce qui se passe. Jane Goodall, par exemple, qui a passé énormément de temps avec les primates, est certainement une bonne quelqu'un qu'on peut regarder. Oui. C'est de l'observation, donc ça s'appelle des primatologues qui vont je ne sais pas si vous avez vu le film de Gorille dans la brume, qui est un film où une chercheuse anglaise est allée en Afrique et s'est assise avec les gorilles pour apprendre un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Et il y a énormément de gens qui ont fait ça. Et donc maintenant, on a quand même quelque chose d'assez solide à partager. D'autres questions? OK. On a hâte d'avoir la suite. Alors, la suite, eh bien, on avait déjà parlé dans les épisodes précédents qu'on était depuis que l'ère humaine est arrivée, on est majoritairement dans une société patrilinéaire, c'est-à-dire que c'est le père qui donne la lignée à ses enfants, en parallèle avec ce qui se passe chez les primates où c'est à majorité matrilinéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les primates, la relation sexuelle est beaucoup plus libérée et que patrilinéaire, en règle générale, l'homme va essayer de contrôler la sexualité de la femme pour assurer sa descendance. Et donc, quand j'ai regardé dans l'histoire, je me suis rendu compte que j'allais voir les Romains, j'allais voir les Cro-Magnons, et ils disaient à peu près tous la même chose, les Grecs, etc. C'est-à-dire que c'est le mari qui avait l'autorité dans le couple. Donc, il n'y avait pas énormément de choses intéressantes à lire jusqu'à ce que je sois tombé sur une étude qui est basée sur des transmissions orales qui a permis à un universitaire de Chicoutimi au Canada, au Québec, qui a permis de tirer un portrait d'un couple typique paysan entre 1860 et 1930. Et donc, je suis allé au travers de cet article et en conclusion, c'est basé sur le Québec et l'auteur termine en disant que plus d'études sont requises. Évidemment, chez les paysans, c'était de la transmission orale, donc c'est de plus en plus difficile d'avoir des informations. Et il disait, bon, ça se passe comme ça au Québec et au Canada, il faudra avoir plus d'informations pour savoir comment ça se passait ailleurs.
Et j'ai croisé ça avec les informations de mes grands-parents. Et j'ai la chance d'avoir une grand-tante qui est toujours en vie. Et donc, j'ai demandé comment ça se passait pour elle et pour sa maman. Donc, ma grand-tante est née en 40. Donc, on va discuter un petit peu de ça en même temps que je vais au travers de ces explications. Donc, les forces culturelles sont gérées par les mêmes acteurs qu'on peut trouver un petit peu partout dans le monde, notamment dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'on a le microsocial, c'est-à-dire que le mari contrôlait la sexualité, et la fréquence et la modalité des rapports. On avait comme rôle la femme qui était responsable de la procréation. Et en macrosocial, on avait l'État et surtout, on avait le clergé. Et ce que l'article met bien en évidence, déjà, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est que déjà à cette époque-là, la bourgeoisie commençait à s'émanciper de la pression des prêtres. On peut imaginer que c'était plus au travers des informations, ce serait plus citadin et évidemment avec peut-être un niveau d'éducation un peu plus élevé. Par contre, dans les villages paysans, il n'y avait pas donc d'éducation sexuelle. La découverte de la sexualité se faisait pendant la nuit de noces, qui d'ailleurs était rarement consommée. On ne savait pas qu'on ne savait rien, ce qui est quand même très intéressant. Les seules conversations, et ça a été confirmé par ma grand-tante, c'était entre les femmes du même âge. C'est-à-dire que les femmes discutaient entre copines. Les filles découvraient les menstruations la première fois qu'elles se déclaraient. Les mères ne parlaient pas forcément pas du tout aux filles. Et d'ailleurs, elles se cachaient, se débrouillaient avec des tissus et des seaux dans leur chambre. Les garçons, de l'autre côté, étaient peut-être un peu plus au courant grâce aux conversations entre hommes sur les chantiers ou dans les forêts, etc., ou dans les champs. Mais tout du moins, tout le monde ignorait les réalités de la sexualité. Les enfants et les jeunes adultes étaient tenus à l'écart à l'étable quand les animaux mettaient bas, et les jeunes filles et les jeunes garçons étaient tenus à l'écart et devaient se voir seulement en présence d'adultes. Il y avait un refus de la part des prêtres d'absolution si jeunes filles et jeunes garçons se rencontraient. Encore un autre point, lorsque les mamans donnaient naissance, eh bien les enfants, encore une fois, les frères et sœurs étaient tenus à l'écart. On parlait au Québec de corbeaux, de sauvages, mais en France, notamment, on parle de cigogne qui a apporté le petit frère ou la petite sœur. Donc, on n'explique pas exactement. Donc, vous voyez vraiment le parallèle avec ce qui se passe chez les primates et chez les humains. Eh bien, voilà, il y a vraiment un manque total d'informations autour de ça. On parle ensuite de la grossesse. Eh bien, la grossesse était découverte au fur et à mesure. Les aînés, encore une fois, ne parlaient pas avec les jeunes femmes. Donc, il y avait un complexe de peur, d'angoisse, d'interdit, de culpabilité et de séduction et de répulsion qui composaient le discours et la symbolique autour de la sexualité. Chez les couples, l'acte sexuel se déroulait donc dans la plus grande simplicité, sans préliminaire, sans fantaisie ou variation. En règle générale, la moyenne des rapports était de 2 fois par semaine et c'était en augmentation après la ménopause. Si on reprend un petit peu ce qui est intéressant de voir là, c'est que chaque rapport sexuel, en dehors des grossesses, peut vraiment engendrer une grossesse. C'est-à-dire que ça mettait énormément de pression sur les femmes et donc ça explique aussi le nombre d'enfants qui pouvaient être nés dans les familles à ces époques-là. Une chose qui était intéressante entre 1860 et 1930, c'est la pression que les prêtres mettaient sur les couples pour enfanter, faire des enfants. Et le seul moment où la femme avait le droit de se refuser à son mari, c'était pour les 40 jours qui suivaient l'accouchement. Donc les femmes étaient, encore une fois dans cet article, subordonnées. La position du missionnaire sur le coup était une position qui était... Cédric, le missionnaire, c'est pas sur le cou, c'est sur le dos.
Ok. Les rapports étaient donc expéditifs et, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque rapport entraîne un risque de grossesse. Les couples ne parlaient pas ou peu de sexualité ou de sentiments. Et pourtant, les femmes se conformaient à ces prédicaments. Pourquoi? Eh bien, la pression des prêtres, la pression de la famille. On l'a vu dans l'épisode d'avant où la famille était vraiment en pyramide avec Dieu, la communauté, la famille et ensuite eh bien, le ménage, parce qu'on ne parlait pas de couple à cette époque-là. Les risques que l'homme aille voir ailleurs, qui mettait énormément de pression sur la femme. Parce que s'il va voir ailleurs, c'était de sa faute à elle. Et il y avait énormément de compassion pour les maris. C'est-à-dire qu'il mérite ses plaisirs. Voilà, il y a énormément de choses à dire. C'est un article qui est relativement long, mais je voulais vraiment mettre en évidence eh bien, la sexualité jusque dans les années 30. Et en conclusion, on a vu que la vie sexuelle épanouie et sans pression et sans tabou ou morale chez les chimpanzés est évidente. On a vu maintenant que la vie sexuelle de couple entre 1860 et 1930 mettait une pression énorme sur les femmes moralement, physiquement et psychologiquement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai discuté avec ma grand-tante et elle a confirmé tous les dires. Elle est née en 1940 en campagne en France. Elle m'a confirmé toutes ces pratiques étaient une réalité pour elle et sa mère, qui est mon arrière-grand-mère. Elle m'a parlé aussi de la méthode Ogino, qui en 1940, j'imagine qu'on parle des années 50 maintenant, la méthode Ogino qui était la seule méthode contraceptive autorisée par l'Église. Les femmes à confesse, elle m'a aussi expliqué, devaient confirmer qu'elles effectuaient leur devoir conjugal. Elle m'a dit, nous avions plus peur des sœurs et des curés que des gendarmes. Ils contrôlaient tout. Voilà, donc c'est une explication un petit peu, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, peut-être 20 minutes, pour vous expliquer un petit peu ce que font nos cousins, d'où on vient. Et maintenant, je vais passer la parole à Christelle, qui va nous parler du chapitre suivant. Merci Cédric. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ce que je vais vous exposer est dans la suite logique, donc peut-être on peut aussi mettre les questions de côté et en reparler à la fin. En tous les cas, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, moi j'avais une dame qui m'avait dit, qui était née aussi au début du siècle dernier, que les filles les mieux informées sur la sexualité, c'était les filles qui allaient à l'usine, parce que à l'usine, les femmes parlaient entre elles. Et que celles-ci, elles étaient beaucoup mieux informées, tant au niveau de la contraception qu'au niveau de la sexualité, que les femmes qui restaient à la maison ou les paysannes, en fait. Voilà. L'usine, je pense, a beaucoup libéré et informé les femmes. Voilà. Ce qui était intéressant aussi, je viens d'y penser, c'est qu'elle m'a dit, elle ne se souvenait plus elle m'a dit, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait que j'aie l'autorisation de mon mari pour aller à la banque ou prendre tout ça. Donc, c'était vraiment, on parle, c'était de l'esclavage, quoi. C'était, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'était. Même quand mon arrière-grand-mère était enceinte de ma grand-tante, le prêtre, quand elle était en confession, lui a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous faites bien vos devoirs conjugaux? Elle était enceinte. Et il mettait une pression absolument énorme. C'était dingue. Enfin bon, bref, je te passe la main. La pression s'est poursuivie jusqu'en 1970, en fait. Mais entre la guerre et 1970, la politique d'État, c'était de repeupler la France après la guerre. Et pour les mêmes raisons, la contraception était interdite. Il fallait avoir des rapports sexuels pour concevoir des enfants. C'était vraiment l'objectif. Voilà. Et toute contraception était proscrite, vraiment. Ouais. Alors, il y avait une grosse hypocrisie parce qu'il y avait énormément de grossesses non désirées et des avortements, mais la contraception était interdite. Voilà. Et c'était aussi le besoin pour les guerres, etc. Enfin, je vois tout à fait la logique entre l'État et le clergé pour pousser à l'augmentation de la population, absolument.
Alors, je vais poursuivre. Je vois quelqu'un qui dit que les mœurs ont été beaucoup plus légères à un certain moment de notre histoire. C'est vrai. Ce qui est intéressant là dans la continuité de ce qu'on vous expose, c'est que le poids de l'Église et du clergé, on pourrait estimer qu'aujourd'hui il n'existe plus. Moi, je pense qu'il fait encore partie de notre inconscient, de l'inconscient collectif de toute façon, et puis de notre inconscient familial, culturel, c'est toujours présent. Alors, il y a eu la révolution dite sexuelle dans les années 70. Il semblerait que les choses soient beaucoup plus libérées aujourd'hui. Je vais vous parler de la norme, puisque je crois que c'est une autre contrainte. C'est plus l'Église maintenant. Je crois que c'est la norme qui entrave un peu la sexualité. Alors, je vais commencer. Vous savez que j'aime bien les définitions. Donc, la question, c'est qu'est-ce que la norme Et déjà, une norme sociale. Alors, une norme sociale se réfère à une façon de faire ou une façon d'agir. C'est une règle de conduite tacite ou écrite qui a prévalence dans une société ou dans un groupe social donné. Elle est légitimée par les habitudes, les valeurs et les croyances partagées au sein d'un collectif donné, ainsi que par le contrôle social exercé. Donc, elle peut être formelle et donc écrite, ou bien informelle et implicite. Donc, elle a pour but de garantir le bien vivre ensemble et la survie du groupe. Jusque-là, tout va bien. La question, c'est qu'est-ce qu'une norme sexuelle? Et j'imagine que vous vous êtes tous posé à un moment ou à un autre ces questions-là. Est-ce que je fais assez l'amour? Est-ce que c'est normal d'aimer cette pratique ou celle-là? Est-ce que je fais assez l'amour? Est-ce que mes rapports durent assez longtemps? Bon, il y a plein de questions comme ça et j'imagine qu'on est tous, autant qu'on est passer par là pour se poser ces questions-là. Par curiosité, ça peut être aussi, et pour se rassurer sur sa sexualité, on se pose tous un jour ou l'autre ces questions. Où est-ce qu'on trouve les réponses? Eh bien, dans les normes, justement, qui sont relayées par les magazines féminins, masculins, les médias généralistes, et puis la pub, le cinéma, les séries et le net. Voilà. Alors, pour ce qui est de définir la norme sexuelle, c'est intéressant parce que ça change selon l'angle que l'on choisit. Si on choisit le point de vue éthique, ça définit le bien et le mal, l'acceptable et l'inacceptable, et on n'a pas tous le même point de vue sur ce sujet-là, même si on a tous des valeurs communes comme l'inceste, la pédophilie ou le viol. Bon. Mais le bien et le mal, c'est quand même très personnel. Il y a aussi un point de vue médical, qui fera alors la différence entre le sain et le pathologique. Mais est-ce que le fait d'éjaculer un peu plus vite que la normale, est-ce que c'est une pathologie? Bon, la question se pose. Il y a le point de vue social avec les enquêtes et les statistiques. On en reparlera un petit peu plus loin. Il y a le point de vue culturel et puis aussi temporel. La norme, elle peut fluctuer selon les époques et les cultures. Ce qui est bienvenu aujourd'hui ne l'était pas il y a 200 ans. Donc, la norme en termes de sexualité, c'est quand même très variable. Et puis, il y a aussi les normes que chacun intègre avec son éducation à partir du fonctionnement du couple parental et les injonctions familiales. Et en fait, ces normes sont à l'intérieur de nous, souvent de façon très inconsciente, et c'est sûrement elles qui influencent le plus notre rapport avec la sexualité. Le côté positif des normes, c'est qu'elles rassurent parce qu'elles permettent de mettre un cadre, de sécuriser. Donc, elles sont utiles face à des comportements déviants. Elles ont donc une fonction défensive et protectrice. Elles sont donc rassurantes. Sauf que dans le domaine de la sexualité, le cadre doit rester souple et surtout pas fermé. Parce que le concept de norme, ça véhicule finalement des jugements, des préjugés, des étiquetages, du bien, du pas bien, des cases dans lesquelles on n'est pas obligé de se sentir à l'aise, voire on peut se sentir prisonnier. Et d'un coup, les normes, ça peut devenir un obstacle à une sexualité épanouie. Surtout quand la norme devient imposée et qu'on nous propose une sexualité soi-disant normale avec des contraintes. Et c'est là où moi je me pose la question, est-ce que la sexualité du 21e siècle est si tolérante que ça? Puisqu'il y a beaucoup d'injonctions à la sexualité qui pèsent aussi bien sur les hommes que sur les femmes. On en parlera avec Cédric tout à l'heure. Alors, pour répondre, comment on fait pour... Non, je la refais.
Pour répondre à une pression socio-culturelle, les collègues, les amis, ou pour vouloir faire correspondre sa vie sexuelle à celle qui est montrée dans les magazines, on en arrive potentiellement, oui c'est ça Cédric, à des pratiques qu'on ne souhaite pas vraiment. On risque d'oublier de suivre son idée, son instinct ou son envie avec son ou sa partenaire et on risque de passer à côté de sa sexualité. Par exemple, à force de lire des articles sur la sodomie ou la fellation, on se force à essayer des pratiques dont on n'a pas forcément envie et de vivre une sexualité qui est finalement imposée par des personnes qui sont extérieures à nous. De la même façon, de façon récurrente, on trouve des propos comme quelle est la fréquence idéale de rapport sexuel, comme s'il y avait une recette magique et universelle avec une fréquence idéale qui conviendrait à tous les couples. Voilà, celui-là, magazine d'été de Elle, la pipe, ciment du couple. Voilà, donc si vous n'êtes pas dans la pipe, eh ben, vous n'avez pas de ciment de votre couple. Voilà, tant pis pour vous. Alors, comment s'émanciper des normes? C'est extrêmement difficile. On a quelques propositions avec Cédric. Prendre conscience… attends, c'est un petit peu tôt, Cédric. Prendre conscience des pressions et éventuellement les remettre en question. Se poser des questions sur ses envies sexuelles et plus simplement, plus largement aussi sur sa sexualité. Prendre un peu de distance avec ce qu'on voit. Rester critique par rapport aux propositions médiatiques. Écouter des webinaires et des podcasts de Parlons Sexe, par exemple, mais aussi d'autres. Voilà. Et puis, réfléchir à ce qui a vraiment de l'importance à ses yeux et uniquement à ses yeux. Peut-être ça passe par là. C'est ce dernier point que je défends particulièrement, vous le savez bien. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre et d'intégrer qu'une sexualité épanouie n'est pas forcément dans la norme. Voilà. Une sexualité épanouie, pour moi, c'est une sexualité qui vous convient et qui vous satisfait. Et là, on s'approche d'une norme individuelle ou de couple et celle qui semble la plus proche de l'épanouissement du couple, en fait. Et la norme, elle est là, entre deux personnes qui l'ont choisie, en fait. Voilà. Alors, puisqu'on parle de normes, eh ben, je vais vous proposer un petit quiz et on va passer en revue quelques statistiques, histoire de rassurer tout le monde et puis de savoir si tout le monde est au taquet sur les chiffres en matière de sexualité. Alors, je vous pose quelques petites questions. La réponse est en pourcentage. Vous avez le petit Q&A, c'est ça, pour répondre. Alors, ma première question, c'est la proportion d'hommes ayant déjà utilisé un sextoy au moins une fois au cours de leur vie. Je vous laisse jeter vos chiffres. En France, en 2017, pour être très précis. Et ben voilà, ils n'ont pas d'idée. Je les ai perdus. Ah, Cédric, est-ce que tu vois 25. OK. Cédric, tu as d'autres infos que je ne vois pas, peut-être? Non, il y en a juste un. 25. D'accord. Eh bien, la réponse, c'est 47%. Étonnant, non? La proportion de femmes, j'ai été pessimiste, mais oui, Aurélie, la proportion de femmes ayant déjà utilisé un sextoy au moins une fois au cours de sa vie en France en 2019. « 70%. Ah. Et on a… Qui dit mieux? 95%. Eh bien, c'est 42%. Intéressant, non? La taille moyenne de l'appareil génital masculin en érection en Europe en 2015. Eh oui, dit Aurélie. Alors, avez-vous une idée d'une taille moyenne? 13 cm. 13 cm. Qui dit mieux? 12. Ah, bon. Alors, c'est européen. Donc, figurez-vous que le grand vainqueur, c'est la Hongrie. Enfin, en tout cas, les pratiquants d'une sexualité en Hongrie avec 16,5 cm. Nous avons ensuite la République tchèque avec 16 cm. La France, puisque vous avez tous envie de savoir où est la France, en 12e position avec 14,4 cm. Pas mal, non?
La part des Français satisfaits ou non suite au premier rapport avec leur partenaire sexuel en France en 2015, selon le sexe. Les hommes sont-ils plutôt satisfaits ou plutôt déçus? Le taux de satisfaction suite au premier rapport avec leur partenaire. Tu vois des chiffres? 75. Ah, pas mal, Aurélie, on est à 78% de satisfaction. Très intéressant. 50% pour Alex. Eh bien voilà. Qu'en est-il des femmes, selon votre avis, le taux de satisfaction pour les femmes? Moins 45. Eh bien, 70% des dons. Bon, alors. Bon. Alors, ceux qui ont les meilleurs scores pourront gagner un bon pour l'épisode 4. C'est bon, ça. Le pourcentage de femmes ayant eu un orgasme lors du dernier rapport sexuel en France, il y a des menteuses. Oui, on va en parler, justement. 10%. Ah non, le 40. pourcentage d'orgasme. 71%. Ah. Voilà. Et puis, pour terminer, la petite dernière, les comportements d'un homme durant l'acte sexuel qui font fuir les femmes en France. Là, vous ne pourrez pas trouver. Pour 35% des dames, c'est quand il commente ce qu'il fait ou bien qu'il utilise des mots crus pendant l'acte. Pour 32% des femmes, c'est quand il reste passif ou qu'il ne fait preuve d'aucune initiative. Pour 26% des femmes, c'est quand il oublie les préliminaires. Donc, il y en a. Et pour 7% des femmes, c'est quand il exprime de façon très bruyante ses sensations. Voilà. Intéressant, non? Ok. Alors, ce qui est intéressant, ça a été relevé. Comment être certain que ces résultats sont le reflet de la réalité? Puisque effectivement, c'est un sondage. Alors, j'ai pas tous les détails. J'ai trouvé ça sur un institut d'enquête fort sérieux, hein, mais ce sont des sondages. Alors, en sociologie, on se pose la question, et on a étudié ça dans les grandes enquêtes qui ont été faites. On sait qu'il faut faire la part entre ce qui est vécu et ce qui peut ou doit être dit à un enquêteur. On a étudié que selon si l'enquêteur est un homme ou une femme, les réponses ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple, si l'enquêteur est un homme, les réponses susceptibles d'attirer une étiquette de salope sont minimisées par les femmes. Voilà. De la même façon, si l'enquêtrice est une femme, donc, les hommes qui sont enfermés dans une injonction à la sexualité performante et active sont amenés à témoigner d'une plus grande expérience sexuelle. Alors, j'ai pas dit qu'ils mentent, ni les uns ni les autres. Il y a juste qu'il a été observé une certaine tendance à minimiser ou à majorer un peu son expérience de vie. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Alors, moi, j'avais envie de vous partager une grande enquête que j'ai étudiée pendant mon année d'études, parce que pour le coup, c'est une enquête nationale qui a été questionnée 12 000 personnes en France, qui a eu lieu en 2007, et elle met beaucoup en lumière de choses dans la vie sexuelle des couples. Alors, à cette échelle-là, au niveau national, c'est la 3e du genre depuis 1970, donc ça servira de comparaison, l'enquête de 1970. Et puis, les conclusions de cette enquête nationale ont été rassemblées, analysées et publiées dans un livre sous responsabilité scientifique, et ça s'appelle « Contexte de la sexualité en France », qui est en vente publique. Vous pouvez l'acheter, c'est un bon gros pavé de 500 pages, mais il y a des analyses très intéressantes à l'intérieur de ce livre. Alors moi, j'en ai tiré quelques-unes parce que j'avais envie de mettre le doigt sur certaines choses, si je puis dire. Alors cette enquête, en gros, sur les conclusions, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, elle met en avant des transformations profondes de la sexualité en France, et notamment la libération sexuelle des femmes qui s'est amorcée depuis 1970, et puis un rapprochement des comportements sexuels entre les hommes et les femmes. Donc ça tend à être à peu près pareil. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste quand même une façon de percevoir la sexualité qui est très différente selon si on est un homme ou si on est une femme. Voilà. Alors, par exemple, donc là, c'est une enquête sociologique. Donc, les résultats sont plus fiables que les sondages. Concernant la question, par exemple, de l'âge du premier rapport sexuel,
L'âge moyen pour les garçons, donc là, de façon contemporaine, est de 17,2 ans. Voilà. Et il est de 17,6 ans pour les filles. Ça veut dire que les garçons et les filles entrent à peu près dans le même âge dans la sexualité. Pour info, en 1970, l'âge moyen d'entrée dans le rapport sexuel était de 18 ans, presque 19 ans pour les garçons et de 20 ans pour les filles. Donc, on voit bien que ça tend à se rapprocher le chiffre. Voilà. La fréquence de l'activité sexuelle a très peu évolué depuis 1970. En moyenne, 8,7 rapports sexuels par mois. Voilà. C'est comme ça, et ça n'a quasiment pas bougé depuis 1970. Donc, voilà. Ce qui a beaucoup bougé, c'est que les femmes de plus de 50 ans sont désormais 90% à déclarer avoir une activité sexuelle, contre 53% en 1970. Donc ça, c'est plutôt chouette, n'est-ce pas ? Concernant le nombre de partenaires, question que tout le monde se pose, alors figurez-vous que la moyenne est de 11,6 pour les hommes, et de 4,4 pour les femmes, le nombre de partenaires au cours de sa vie sexuelle, en fait. 11,6 pour les hommes, 4,4 pour les femmes. Voilà, donc les chiffres étaient de 1,8 pour les femmes en 1970 et de 11,8 pour les hommes. Ça veut dire que pour les hommes, ça n'a pas changé. Par contre, pour les femmes, ça a été multiplié par 4. Chouette, on est passé à 4. Bon. Il y a des femmes qui doivent s'amuser beaucoup. Terriblement. Pour avoir 4 partenaires dans toute une vie, c'est quand même questionnant. Alors, les sociologues se penchent sur cette question. Il y a des problèmes mathématiques. Je suis bien d'accord. Il y en a qui suivent. Ça, c'est bien. Et donc, effectivement, si les hommes ont 11 partenaires en moyenne et les femmes 4, il y a quand même un problème, parce qu'on parle de rapport hétérosexuel, a priori. Et donc, cette question sur le fait que les femmes déclarent beaucoup moins de partenaires que les hommes interroge les sociologues. Et en fait, l'idée, ils ont fait une hypothèse, c'est que les hommes et les femmes ne comptent pas la même chose, en fait. Les hommes comptent l'ensemble de leurs partenaires sexuels, alors que la plupart des femmes retiennent uniquement ceux qui ont compté dans leur vie. Et donc, ça pose la question de la définition d'un partenaire qui ne serait pas la même selon si on est un homme ou si on est une femme. Voilà. Je vous laisse méditer avec ça pour le reste de la soirée. Pour ce qui est des tromperies, elles restent plutôt marginales et davantage masculines. 5,3% des hommes assument avoir eu un autre partenaire sexuel que leur conjoint et 2,8% des femmes. Donc, il y a aussi une égalité. Pénétrocentré, je ne sais pas. On fera un petit débat après. Pour ce qui concerne les pratiques sexuelles, c'est important de savoir que l'orgasme est devenu une norme pour les deux sexes, avec quand même un petit écart. 90% des hommes disent avoir atteint lors du dernier rapport et 76% des femmes. Donc, ça n'est pas la même chose. 36% des femmes disent avoir souvent ou parfois des difficultés à atteindre l'orgasme et 16% des hommes ont pu rencontrer des problèmes d'érection. Bon, inégalité aussi. Les cunnilingus et fellations sont devenus des pratiques courantes dans les deux sexes. Donc là, au moins, on est égalité. La pratique de la masturbation est reconnue pour 90% des hommes et 60% pour les femmes. Donc, je dis bien reconnue. C'est ce que les personnes disent quand elles sont interrogées sur le sujet. Mais peut-être c'est vrai, peut-être c'est minimisé ou majoré. On ne sait pas. Là où les inégalités se creusent très sérieusement, c'est dans les perceptions de la vie sexuelle. Par exemple, si on leur demande, on les questionne sur l'idée que les hommes ont par nature plus de besoins que les femmes, 73% des femmes adhèrent à cette idée-là, que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Et 59% des hommes pensent que c'est vrai aussi. Et ça aussi, cette perception des choses a des conséquences. Le fait d'adhérer à l'idée que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes amène à une plus grande tolérance de l'adultère masculin. Et elle conduit à condamner aussi plus durement l'adultère féminin. Et ça contribue à naturaliser la modération sexuelle des femmes. Voilà, parce qu'elles n'ont pas de besoin, elles restent à la maison et elles n'ont pas de sexualité
C'est bien connu. Et puis la deuxième conséquence de cette perception des choses, c'est qu'une femme pourra plus facilement accepter un rapport dont elle n'a pas envie pour satisfaire les besoins dits naturels de son partenaire. Voilà. Ainsi, 9,2% des femmes déclarent avoir accepté des relations pour faire plaisir à leur partenaire sans en avoir envie. Ça va, vous suivez? Oui, on a Elindian qui demande, mais qu'est-ce qu'un besoin? Qu'est-ce qu'un besoin? Alors, Ouais. on va peut-être pas rentrer dans le Besoin débat là, sexuel. mais ça fait partie comme de boire, de manger, de dormir, de se reposer, de besoin de sécurité. C'est la pyramide de Maslow en fait. Il y a les besoins primaires et puis il y a les besoins un petit peu plus, voilà. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre et survivre? Bon. Concernant l'idée qu'on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer, 20% des hommes sont d'accord et seulement 4% des femmes. Est-ce que la sexualité est indispensable à son équilibre personnel? 43% des hommes pensent que oui, et seulement 31% des femmes. Donc, ça laisse bien voir quand même une certaine différence dans la perception de la sexualité. Le souhait d'une activité sexuelle plus fréquente est très élevé pour les deux sexes, au début d'une relation, on en reparlera après. Mais plus le couple est ancien, plus le désir s'érode, et surtout chez les femmes. Le déclin du désir féminin est plus marqué quand la relation de couple est inégalitaire par rapport aux tâches domestiques et à la prise en charge des enfants, ce qui représente le cas en général. Les hommes, eux, se montrent plus affectés par les difficultés financières ou la perte d'emploi. Il y a quand même des stéréotypes qui ont la vie dure. Voilà. Alors, ce qui ressort de cette enquête pour conclure, c'est que l'émancipation, elle est certaine, mais qu'il y a des a priori qui perdurent. Et donc, la sexualité féminine, elle reste pensable uniquement en référence à l'affectivité et à la conjugalité. Elle est encore associée à la disponibilité sexuelle des femmes, alors que la sexualité masculine est perçue comme naturelle et associée à des besoins et au plaisir. Et donc, cette contradiction, ça génère des tensions et des distorsions dans la réalité, puisque entre la représentation qu'on en a et la réalité, ce n'est pas la même chose. Voilà. Ça calme, quand même. C'est quelque chose que j'avais étudié quand je suis allée rencontrer les jeunes hommes et les jeunes femmes pour l'étude de mon mémoire. Et ce sont des questions que j'ai posées. Et je sentais quand même un frémissement chez les jeunes gens par rapport à cette idée de besoin sexuel, en fait. Où quand même, ils étaient tous bientôt à penser que c'était égal, que les hommes et les femmes avaient les mêmes besoins sexuels. Mais alors, bon, cette enquête a une dizaine d'années. Peut-être que les choses ont un petit peu évolué. Après, c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on peut dire et puis il y a la réalité. Et une femme qui s'affiche avec de gros besoins sexuels, elle est encore assez mal vue. Là où un homme qui a une activité sexuelle assez intense, c'est quelque chose qui est socialement très admis. Voilà. Les études, elles sont faites par tranche d'âge, ouais. Mais n'hésitez pas à consulter ce livre, il est dans toutes les bonnes bibliothèques, il est sur Amazon, voilà. Et alors, on va poursuivre dans le coup parce que, oui, c'est vrai que les jeunes sont plus, ça évolue. Et dans le coup, je vais repasser la main à Cédric, mais on va se la faire à deux, ce chapitre-là, sur les injonctions, justement. Voilà. Et puis, on va vous demander aussi un petit peu de participation. Voilà. Oui, sans doute, les choses bougent. Alors, je vais, voilà. Encore une fois, juste vous montrer un petit peu le PowerPoint avant que je l'enlève pour discuter des injonctions, donc la pression sociale autour de la sexualité. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je pense que tout le monde perçoit d'un point de vue global, surtout sur les médias et les magazines. Donc, on a une petite liste qu'on a montée et on voulait un petit peu votre avis. Donc, je vais lancer les injonctions. On va discuter avec Christelle et vous pouvez tout à fait commencer à faire un petit peu
à commenter un peu ce que vous trouvez. Alors, la première injonction, c'est le devoir conjugal. On doit faire l'amour à son ou sa partenaire. Est-ce que vous prenez ça comme une pression? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, on avait tenté avec Cédric de faire un tri entre les injonctions qui pesaient qui pesaient sur les hommes et celles qui pesaient sur les femmes. Et puis, on s'est dit qu'on allait vous proposer ça et peut-être vous ouvrir la parole. Moi, je crois pour le coup que le devoir conjugal, il pèse sur les femmes. Bon, ça, c'est peut-être assez banal. Moi, je trouve aussi qu'il pèse sur les hommes. Parce que, à contrario, un homme qui n'a pas de désir et qui n'a pas d'érection pour sa partenaire, c'est aussi assez mal vu, finalement. Et il ne l'aime pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez percevoir? Ah ben, ils sont endormis. Moi, je les ai tués avec mon enquête, c'est sûr. On va passer au deuxième. Être performant. Avoir envie tout le temps pour une femme comme pour un homme. Donc ça, c'est assez récurrent dans les magazines, etc. Comme j'ai dit. Ah, on a une question. Je suis d'accord. Oui. D'accord. Donc voilà. Ah, voilà. Le troisième. Peut-être parce que ce sont des choses personnelles et qu'on n'est pas obligé d'aller dans des choses personnelles, mais l'intérêt justement des injonctions sociales, c'est qu'elles concernent tout le monde et la question, c'est est-ce que vous avez pu les percevoir dans une ambiance voilà, dans la rue, dans les magazines, dans les choses que vous pouvez croiser. Ça ne parle pas forcément de vous à titre personnel, mais plutôt dans la société ou dans la culture dans laquelle vous baignez. Est-ce que ça vous semble être des choses qui sont palpables ou pas, en fait? C'est un peu ça notre question. Voilà. Le devoir conjugal était dans les années 60, jusque dans les années 70. Était loi. Oui, effectivement. Et oui. Avec une énorme pression du clergé, c'était dans les textes de loi, effectivement. Oui. Mais peut-être on peut l'élargir. Ce terme-là, il est particulier, mais moi, je crois que c'est assez flagrant dans les magazines. Un couple qui n'a pas de vie sexuelle est pathologique, est étiqueté comme étant pathologique. Et ça prend forme aussi comme ça, le devoir conjugal, où il y a une obligation de sexualité. Alors que, on l'a vu, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec les différentes formes d'amour, on peut être un couple et choisir d'avoir un rapport sexuel à l'année et en être parfaitement satisfait, voilà, et s'émanciper de ce devoir conjugal dans tous les cas. Troisième, jouir à tout prix. L'orgasme. Rien que le mot devoir est répulsif, oui, Stéphanie. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors l'orgasme, oui, puisque depuis 1968, les femmes y ont droit. Donc puisqu'elles y ont droit, maintenant elles sont obligées. En fait, c'est ça la nuance. Et puis tant qu'à faire, c'est l'homme qui en est responsable. Et donc sa valeur est quand même évaluée à sa capacité à faire jouir sa partenaire. Donc tout le monde est pris dans une espèce d'obligation, l'un de jouir et l'autre de faire jouir. Donc c'est une performance. Voilà. Je vais vous laisser 2 secondes le temps si quelqu'un est en train d'écrire quelque chose. Ouais. Alors, le quatrième, c'est moi qui l'ai sorti celui-là. Pipe, cuni, pénétration, éjaculation. Bonne nuit. C'est pas vrai, Cédric, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est très souvent dans les pornos ou dans les choses qu'on voit un peu tout le temps. Nous avons un spécialiste là. La sexualité était encore dans le DSM en 2013. Tu dis, le DSM, c'est un annuaire des maladies psychiatriques en fait. Et la sexualité, le fait de revendiquer une vie sans sexualité était considéré comme une maladie mentale. Un peu comme l'homosexualité il y a quelques décennies. Vous voyez que l'injonction à la sexualité, elle est quand même assez pesante. Ouais. Voilà. Donc le scénario catastrophe là. Alors, je sais pas.
il apparaît surtout dans les films, mais je suis pas alors les films dits romantiques, mais même pas parce que les préliminaires, il y en a pas. Dans les films, hein, on voit un début assez musclé et puis on les retrouve au lit après dans un état de béatitude. Et donc c'est ce scénario-là qui est présenté comme étant le scénario d'un rapport sexuel réussi. Voilà. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas forcément d'autres options qui sont discutées ouvertement. Par exemple, on discutera plus tard dans les alternatives. Voilà, on ne sait pas de quoi on parle au final. Ouais. Voilà, le culte de la performance oui. Alors, le 5e, c'est l'homme doit faire jouir sa partenaire à chaque fois. Donc, on l'avait discuté un petit peu, mais là, c'est un petit peu redondant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si on va passer rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, Christelle? C'est le à chaque fois peut-être qui fait la différence. À chaque fois, oui. Est-ce qu'il a le droit à l'erreur? Est-ce qu'il a le droit de ne pas avoir envie? Je ne sais pas. De la même façon, un homme qui n'éjacule pas met la pression sur la femme. C'est-à-dire, encore une fois, le coït doit avoir l'orgasme d'un homme. S'il ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je vais continuer. Faire comme les autres. Le nombre de rapports par mois, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ou qu'on a discuté des statistiques. Bon, voilà, le sexe doit avoir cette taille, le nombre de rapports doit être comme ça, les pratiques doivent être comme ça, et il faut avoir l'air épanoui sexuellement. Est-ce que vous trouvez que c'est une pression? La 8e, c'est faire l'amour à une seule personne. Faire mieux que les autres. Oui, absolument. C'est encore effectivement. Oui, le culte de la performance. Ouais. Donc, faire l'amour à une seule personne. Donc là, la pression, c'est ne pas désirer en dehors de son couple. Oui. Le désir du couple est souvent signe de faiblesse. Et si on est d'accord en couple pour aller ailleurs et qu'on va voir d'autres personnes, ou voilà, on est traité de tricheur, de menteur ou de salope. Alors... Oui, c'est très intéressant sur ces obligations-là qui pèsent sur les femmes, hein, effectivement. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est le regard d'une sexualité, comme on dit, endocentrée, c'est-à-dire que c'est vu du point de vue de l'homme. Si l'homme éjacule trop vite, c'est parce que la femme est trop bonne. Si l'homme n'éjacule pas, c'est parce qu'elle ne sait pas s'y prendre. Donc, on voit bien que c'est une focale qui est posée uniquement du côté de l'homme, et il y a une responsabilité féminine dans le plaisir de l'homme, mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein, dans les pressions. Donc, effectivement, faire l'amour à une seule personne, alors ça découle du mariage et de l'engagement de fidélité qui est un peu implicite quand même. Alors bon, dans l'Église, on dit on se jure fidélité jusqu'à la mort, hein, quelque chose comme ça. Dans le mariage civil, je ne sais pas si c'est vraiment très clair, mais bon, peut-être qu'il peut y avoir des arrangements personnels encore dans le code civil. Merci, il y a quelqu'un qui est super calé là, qui va pouvoir nous remplacer bientôt. Voilà. En tous les cas, l'engagement, il est ce qu'il est, mais désirer à l'extérieur du couple, désirer n'est pas forcément une transgression de l'engagement qui a été pris. Et ça aussi, dans la plupart des cas, c'est très mal vu en fait d'avoir du désir pour quelqu'un à l'extérieur du couple et signe d'un mal-être ou d'un dysfonctionnement de couple, alors qu'en fait, le corps est juste quelque chose de vivant et que le désir de quelqu'un qui est à l'extérieur du couple, c'est juste naturel et normal en fait. Et ça, la pression, elle est quand même beaucoup là-dessus, où quand tu es en couple et tu regardes pas ailleurs, quoi. Voilà. Et comme disait Cédric, cette notion de propriété, ouais. Oui, c'est ça. Et puis un signe de malaise du couple quand on a envie de regarder ailleurs, en fait. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement toxique. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, qu'est-ce que veut dire fidélité? Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça. C'est ça. On va passer au point numéro 9. On va parler du porno. Alors, le petit A, c'est dicte le scénario, les normes physiques. Donc, c'est présent partout, gros sein, gros sexe, toujours d'accord, pas de préliminaire, pas de jouissance de la femme, une certaine façon d'éjaculer, etc. Pas de poils.
Pas de poils, ouais, effectivement. La liste est longue. Et ensuite, le numéro 2, eh ben, c'est forcément signe de problème, c'est honteux, c'est dégueu, etc. Donc, on a vraiment les pôles. Voilà. Donc le porno, comme tu le disais, sert beaucoup d'informations pour les jeunes. Alors on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, voilà. Mais effectivement, ça, quel que soit l'usage qu'on en fait, ça nous propose une norme. C'est aussi une sexualité qui est centrée, qui est faite par des hommes pour des hommes. Donc c'est une vision de la femme quand même qui est pas forcément très glorieuse et pas forcément très enrichissante pour une sexualité de couple, voilà, quel que soit ce qu'on en fait. Et puis l'autre côté, c'est effectivement, ça reste quand même assez honteux et signe d'un problème si un couple ou l'un des deux partenaires du couple a envie de regarder du porno, c'est quelque chose de honteux et de mal vécu en fait. Voilà. Ouais. Point numéro 10, normes physiques et vestimentaires. Femme sexy, porte-jartel, pas de poils, etc. Donc évidemment, une femme se doit d'être une maman attentive dans la journée, une cuisinière parfaite et une bombe sexy et sexuelle le soir quand elle arrive dans la chambre, bien sûr. Mais la même chose pour le mari. Hein. Voilà. Ensuite, le point 11, rôle de chacun, c'est-à-dire que l'homme est désirant et la femme est désirée. Et donc, c'est blessant pour la femme si ce n'est pas le cas. Et puis, ça enferme chacun dans des rôles. Je vais en reparler un petit peu après. Mais effectivement, il y a l'injonction que c'est l'homme qui sait et qui doit prendre en main le déroulé des opérations et les initiatives. Voilà. Et le dernier point, c'est on se doit d'avoir une vie sexuelle en tant qu'adulte. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces injonctions ? Est-ce que vous les identifiez ? Parce que peut-être c'était pas clair. C'est le principe des injonctions, c'est qu'elles sont parfois assez subtiles et on les subit sans les identifier. La pression la plus flagrante, c'est sur la taille en fait. Voilà. Intéressant de les donner. Ben oui, sur la taille du sexe, voilà, on peut dire, bah oui, effectivement. Cette pression-là, on la sent, mais les autres, elles sont un peu plus subtiles, sans doute. Je les ressens à peu près toutes. Ben voilà. Merci de vos partages. C'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres à laquelle vous pensez ou que vous voudriez rajouter ? Donc, on vous a donné quelques pistes pour mettre un peu à distance les injonctions. On compte sur vous pour y réfléchir. C'est quand même l'objet de ce webinaire. Voilà, et puis d'en reparler après. Alors, il nous reste plus tellement de temps pour terminer. Hein. Ça prend du temps, tout ça. Mais voilà, le dernier chapitre qu'on avait envie de vous proposer ce soir, c'est les différentes étapes de la sexualité dans le couple. C'est en lien avec tout ce qu'on vient de dire. C'est pas non plus très différent. On a perdu quelqu'un. J'espère que personne ne s'est évanoui. Voilà. Mais alors, la première phase. Alors, j'ai trouvé ça dans des bouquins de psychologie du couple. Donc, c'est dans ce cadre-là. Ça n'a pas de valeur sociologique ni scientifique. C'est une vision des choses, une théorie. On la prend ou on la prend pas. Je vous la propose comme un éclairage et puis libre à chacun d'y réfléchir après. Donc, la première phase de la sexualité d'un couple, c'est souvent la lune de miel. Alors, si vous étiez là aux épisodes précédents ou si vous les avez réécoutés en replay et que vous avez bien révisé, vous devez vous en souvenir. Dans la première partie, de la vie du couple, en tous les cas, on parle de lune de miel où le partenaire est idéalisé, tout est beau, tout est merveilleux et tout est parfait. Eh bien, dans la sexualité, c'est la même chose, ça va avec tout le reste. Tout est facile, tout est fluide. Le désir est permanent, toujours partagé. Les deux partenaires sont toujours très excités. Érection, lubrification, tout est là en permanence au même moment. Le timing est bon. Chacun désire donner du plaisir à l'autre. Il y a peu de pauses, il y a peu de moments de tranquillité, il y a beaucoup d'éjaculation, il y a beaucoup d'orgasmes. C'est le pied total. Tout le monde a connu ça, j'espère. Voilà. Bon.
Alors, chacun arrive à refouler ce qui ne paraît pas être du domaine de la perfection, puisqu'on a tellement envie d'idéaliser son partenaire et tout est tellement merveilleux. Et pendant cette période, si la femme n'a pas d'orgasme ou si l'homme ou si l'homme a une éjaculation précoce, la réalité est occultée en fait, puisque chaque partenaire éprouve un tel bien-être global et sexuel tout à fait satisfaisant que la question des petits dysfonctionnements, elle passe de côté, de même que le couple, hein, on l'a vu, voilà. L'autre, on a tellement envie qu'il soit parfait que les détails, on ne voit pas. Et donc, à ce stade-là, il n'est pas nécessaire de communiquer ou de parler. Tout va bien, on baisse comme des lapins. Chaque amant est aimé, accueilli, compétent, bandant. Chaque amante est aimée, respectée, lubrifiée et comblée. Donc, tout est merveilleux. Et alors, cette sexualité, on peut la qualifier de masculine. Alors, on peut rediscuter du terme, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est réservée aux hommes, ça veut dire que c'est un type de fonctionnement qu'on appelle l'énergie masculine. Et donc, en fait, ce qui la caractérise, c'est qu'il y a un objectif à atteindre, c'est-à-dire le but du rapport sexuel, c'est l'orgasme ou l'éjaculation. Voilà. C'est une sexualité qui est dans l'action, dans l'excitation et dans le mouvement. Voilà. Et puis, la lune de miel prend fin. Alors, le délai est personnel à chacun ou à chaque histoire de couple, hein, mais la lune de miel prend fin forcément. L'idéalisation du partenaire ne peut pas durer, vous le savez maintenant. Et alors, les petites choses qui n'avaient pas d'importance au début, mais commencent à prendre de la place. Et donc, il y a de l'insatisfaction, il y a une sexualité routinière qui peut s'installer, il y a moins de désir, il y a moins de plaisir, il peut aussi y avoir de la frustration, éventuellement de l'agressivité, et ça peut empoisonner la vie du couple. Il y a aussi les croyances personnelles, éventuellement aussi les enfants, en fait, la présence d'enfants. Quand un couple évolue dans sa relation, il peut y avoir l'arrivée d'enfants. En tout cas, le couple privilégie moins ces moments de sexualité, donc il y a un contexte qui commence à prendre de la place. Et puis, il y a aussi la vie à deux potentiellement. Et donc, les croyances qui vont avec l'idée que la routine tue le désir. Et donc, on arrive à un stade, en fait, où la sexualité devient moins importante, voire s'arrête, ou devient une corvée. Voilà. Et là, potentiellement, des relations s'arrêtent. On se dit qu'en fait, notre partenaire, il n'est pas fait pour nous. Comme on l'avait vu, c'est les mêmes étapes que le couple, hein, en fait. On peut changer de partenaire. Bon. En fait, c'est une étape normale. Et il s'agit juste de faire le deuil de cette lune de miel, puisque de toute façon, elle ne pouvait pas durer. Et imaginez qu'une relation amoureuse et un couple, ça vit, ça a une dynamique, ça a des étapes. Et donc, peut-être juste, il faut envisager de passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est là où la communication et la parole sont essentielles. On peut commencer par oser dire que ça n'est plus tout à fait comme au début, peut-être nommer ses frustrations, nommer ses envies, et donc les siennes, hein, comme on l'a vu, pas celles des magazines. Et puis, inventer ensemble une manière de faire ou une manière d'être qui satisfait les deux. D'accord. Et donc, ça nous emmène à la deuxième phase qu'on appelle sexualité dite féminine. Vous vous en doutez. En fait, ça sous-entend d'avoir une conception plus large de la rencontre sexuelle et donc de donner de l'importance à autre chose. Et c'est donner de l'importance à la sensualité, par exemple, les massages, les regards, les caresses, la présence, la lenteur, la tendresse, la relaxation, avec une absence d'objectif, juste respirer ensemble, être ensemble, se concentrer sur l'ici et maintenant, sur le non-faire et sur l'immobilité. En fait, il s'agit de sortir du projet qu'on a sur l'autre, faire jouir l'autre ou donner du plaisir à l'autre et changer peut-être l'idée qu'on a du rapport sexuel. Ça demande de beaucoup communiquer, ça demande d'être entièrement présent, disponible, sans attente, et donc d'avoir du temps. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin de prendre rendez-vous, se ménager des moments pour ça, et donc c'est plus du tout la même énergie que la première sexualité où, voilà, je ne reviens pas dessus, vous vous en souvenez. En fait, il n'y a plus d'excitation, mais il peut alors survenir quelque chose de plus vaste, de plus grand,
qu'une rencontre sexuelle. C'est le mélange des énergies masculines et féminines qui se fusionnent par 2 corps et 2 sexes jusqu'à éventuellement une sensation d'extase. Ça vend du rêve, mais on va en reparler un petit peu plus en détail. Alors, comme ce sont la présence, l'accueil, la sensualité, ce sont a priori des qualités féminines. Et puis souvent aussi dans cette étape de fin de lune de miel, c'est souvent la femme qui est quand même insatisfaite de ce qui s'y passe. Et donc peut-être l'idée, c'est que c'est à la femme qu'il appartient de prendre l'initiative, de transformer la relation sexuelle qui lui convenait pas pour intégrer son énergie et sa façon de faire et apporter au couple, au tandem, la polarité féminine qui est nécessaire à l'équilibre dans toute relation. Et donc, moi, je suggère que ça soit aux femmes de prendre la main, si je puis dire la main. Bon. Parce qu'on peut être insatisfaite, mais il faut bien rappeler que dans une relation, on a 50%, voire 100% chacun de sa responsabilité. Et donc, chacun est à même d'apporter du changement pour que ça convienne mieux. Alors, ça demande du courage, parce que c'est pas forcément facile. Ça revient à ce qu'on avait évoqué au début. C'est difficile de dépasser l'idée peut-être que c'est l'homme qui détient le savoir en matière de sexualité et donc oser proposer des choses nouvelles ou avoir un rôle d'initiatrice dans certaines croyances. La femme qui est initiatrice, c'est la putain en fait. Donc ça peut être difficile d'entrer dans cette posture-là. Donc d'être la femme qui propose des choses dans le tandem. Et puis de son côté, l'homme, il peut avoir à vaincre beaucoup de peurs aussi, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre son érection, la peur de ne plus contrôler la situation, et puis la peur face au non-faire, puisque l'idée, c'est vraiment d'une sexualité très lente, voire immobile. Et donc, c'est très nouveau, en fait, comme façon de faire. En tout cas, celle-là, on ne la voit pas dans les films et elle n'est pas trop répandue. En fait, moi, je trouve que ça amène à repenser qu'est-ce que c'est un rapport sexuel et qu'est-ce que c'est faire l'amour. Est-ce que, par exemple, se dire des mots d'amour, être en intimité, se caresser, écouter de la musique en étant nus l'un contre l'autre, est-ce que respirer ensemble, est-ce que ça, c'est faire l'amour? En fait, avant ou après la pénétration, est-ce que c'est encore faire l'amour? Par exemple, quand on est dans un état de conscience un peu particulier, entre veille et sommeil, est-ce que l'endormissement dans les bras l'un de l'autre, est-ce que c'est faire l'amour? Oui, répond Alex. Voilà. Et en fait, peut-être ça demande à repenser cette conception. En fait, faire l'amour, c'est pas forcément synonyme d'orgasme et d'éjaculation. On peut faire l'amour sans éjaculer, on peut faire l'amour sans avoir d'orgasme. Et on peut avoir une magnifique rencontre sexuelle et amoureuse juste en étant présents l'un à l'autre et ensemble. Ok, il y en a une qui se... Bon, on reverra ça après. Et peut-être que l'important, c'est de se sentir comblé l'un et l'autre et d'avoir vécu des moments d'intensité, de proximité, de partage. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel d'une rencontre sexuelle? Bon, je vous pose la question. Voilà. Et puis tout ça, ça nous emmène à la troisième phase, qui s'appelle la danse du couple, en fait, où le masculin et le féminin se rencontrent. Alors l'idée, c'est que quand on est dans un couple sur la durée et qu'on a expérimenté ces deux façons de faire, on peut switcher selon l'humeur, selon l'envie, selon le contexte. Et en fait, si la femme est comblée dans son désir de non-faire, de caresse et d'immobilité, l'homme peut reprendre l'initiative, remettre son énergie d'action, la puissance, la force, voilà. Et selon l'humeur, on peut switcher. On peut choisir d'aller quelque part, c'est-à-dire d'aller vers un orgasme, ou on peut choisir d'aller nulle part et de s'attarder sur les caresses et la sensualité. Voilà, les deux énergies se complètent et s'enrichissent au contact l'un de l'autre. Et dans cette démarche, on peut aussi évoluer vers une sexualité sacrée que permet le tantra. Mais peut-être ça, on vous en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Voilà ce que j'avais à dire. Le chapitre suivant, c'est « À vous la parole ».
À vous la parole. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment, voilà, on a présenté les primates, ce qui s'est passé dans les siècles passés, les différentes étapes, etc. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait rajouter? Alors, j'ai vu passer un commentaire vite fait qui parlait de féminisme et de marre d'initier les hommes. Est-ce que tu veux bien me relire ça, Cédric? Ouais, alors, en tant que féministe, j'ai ma claque d'initier les hommes à cette déconstruction. C'est de la responsabilité de chacun. Après, OK pour être force de proposition. Mais pourquoi ce revirement ne serait pas à partager? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Est-ce que ça veut dire que ce serait aux hommes de proposer ça? Chacun sa part. On parlait, vous étiez plutôt positif au début quand on a parlé de la conception de la sexualité des jeunes et cette espèce d'égalité qui commence à venir dans la perception des choses. Alors on peut imaginer qu'il y a des hommes qui sont tout à fait partants pour cette façon d'être et de faire l'amour. Il n'y a pas de problème. Moi j'aime les vieux. L'idée n'est pas de savoir qui apporte l'initiation. Déjà, pour fonctionner comme ça, il faut éventuellement s'écouter, donc sortir des injonctions, on est bien d'accord, et puis être informé que ça existe aussi, parce que si on n'a pas été initié, peut-être qu'on ne sait pas, donc il y a aussi les livres, on peut se documenter, écouter des podcasts, voilà. Peu importe pour moi si c'est l'homme ou la femme qui apporte cette nouvelle façon d'être, moi, ma ligne, c'est plutôt celui ou celle qui n'est pas satisfait de la sexualité peut apporter de la nouveauté. C'est tout. Après, si on fonctionne dans une sexualité ou dans l'autre et que tout le monde est content, il n'y a pas de raison de changer. C'est juste sortir de la posture de victime et de plainte et de l'attitude de dire ma sexualité ne me convient pas. Et voilà. Donc là, il y a une piste pour aborder les choses autrement. Voilà. Et accompagner son partenaire, sa partenaire, celui qui ne sait pas, de faire ce chemin-là à deux. Et si ensuite, eh bien, l'histoire à deux ne suffit plus, eh bien, on a un épisode suivant. Ce sera le 16 février, où là, on explorera un petit peu si on sortait des idées de couple, de vie à deux sur le long terme. Voilà. Et on va regarder un petit peu quelles sont les options et ce qui s'est passé encore une fois dans l'histoire et aujourd'hui et le potentiel. Voilà. En tout cas, sortir d'une vision conventionnelle du couple. Mais vous avez compris notre ligne éditoriale maintenant. C'est l'idée d'aller explorer un petit peu ce qui se fait et surtout d'écouter ses envies pour construire une relation qui vous convient. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire avant qu'on puisse se quitter? J'ai vu des propositions passer, donc choisir un vieux tantrique. Et alors, les hommes, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, les hommes? Est-ce qu'on a des hommes parmi nous? Est-ce que chacun pourrait peut-être envoyer ses commentaires, si ça vous a plu, vous avez appris des choses, vous avez apprécié? Ah, on est en train de jouer les entremetteurs. 5 étoiles. 5 merci, étoiles. merci 5 Alex, étoiles merci Aurélie. Absolument, oui, absolument Yves. On est imprégné de ces vieux schémas, exactement. Et comme je disais au départ, c'est intéressant de mettre en parallèle ce que disaient les Grecs sur l'amour sur le long terme, c'est-à-dire ce pragma, qui est un effort des deux côtés pour faire avancer la relation.
Donc, avoir ces conversations qui peuvent, sur le moment, ne pas forcément être agréables, mais qui, sur le long terme, font que la relation devient beaucoup plus forte et passe toutes ces différentes étapes que Christelle a expliquées plus tôt. Mais je crois qu'il y a vraiment une jonction importante quand on passe de la lune de miel à la suite, en fait, puisqu'il y a un moment où le partenaire ou la partenaire censée être idéal n'est pas la personne idéale, en tout cas, n'est pas parfaite telle qu'on la rêvait. Et c'est là où peut-être ce que tu évoquais, Cédric, comme l'amour peut prendre le relais, en fait. Parce qu'on peut changer de partenaire et rejouer le même scénario avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, après, c'est une question de choix de chacun, mais moi, ces éclairages de différentes formes d'amour, je trouve que c'est intéressant d'y penser, de l'avoir en tête et peut-être de faire des priorités de ce qu'on veut mettre dans son couple et d'en faire un rêve ou un cauchemar. Voilà, la boucle est bouclée. Oui, c'est ça. Bon, Yves et Linda, on va vous laisser. En train de discuter là. Notez dans vos petits agendas le mardi 16 février. Voilà, peut-être on parlera au passage un peu d'intimité. On parlera au passage de la Saint-Valentin le 14. Tiens, puisque ce sera juste après. Ça me plaît beaucoup cette idée-là. Je la note, Cédric, pense-y. Je vais la noter, de reparler un petit peu de ça vite fait. Voilà. Donc, on va terminer ce live. Merci énormément de nous avoir rejoints, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Bon, pour l'instant, comme on vous avait expliqué, on est en collaboration Parlons Sexe et True North Odyssey. Il y a la page Parlons Sexe, il y a la page True North Odyssey. Si vous pouvez l'aimer, faire des petits commentaires peut-être sur l'événement pour dire ce que vous en avez pensé, mettre un petit peu d'activité là-bas pour attirer un petit peu plus de monde, partager autour de vous. Dans 15 jours, on va parler des sentiers battus, où on partira à la recherche des options, ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on a vraiment hâte de préparer ça pour vous le présenter dans 15 jours. Voilà. Parlez-en autour de vous, ramenez des amis. C'est gratuit, donc ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et plus on est de fous et plus on est heureux, en fait. Ouais. Voilà. Et je trouve, on apporte vraiment les informations sont originales et c'est quelque chose qu'on trouve pas ailleurs et qui sont un petit peu underground, on dirait, par chez moi en Angleterre. Et je trouve que ça devrait être le mérite d'être partagé avec plus de monde. Donc voilà. Vrai. Et il y en a qui mentionnent qu'ils font des rencontres intéressantes. Donc c'est un argument de vente. On peut aussi faire des belles rencontres. Voilà, effectivement. Voilà, et merci énormément. Passez une bonne soirée et à bientôt. Vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.